Frank est lui aussi un base jumper expérimenté. Il vient de passer à la wingsuit, mais il revient sur ses premiers sauts spectaculaires en lice, où il avait inventé avec un ami son baseball à lui. Le baseball, en fait, c'est pas vraiment du baseball en fait. C'est à l'époque on sautait en lice, donc habillé normalement quoi. Donc on se prenait pas la tête avec les wingsuits ou des trucs comme ça. Donc l'objectif c'était de se faire plaisir en chute le long de la falaise. Donc ce coup-là on avait dû se dire tiens on va partir en même temps. Il y avait un petit peu de place en Suisse, il y a une belle falaise qui est bien droite, donc il y a peu de problèmes avec la chute le long du rocher. Donc on s'est dit tiens on va partir en même temps, on va jeter quelque chose. Bon là on avait pris une pomme je crois de mémoire, une pomme ou une orange, hein, quelque chose de biodégradable bien entendu, hein, parce que après on l'a pas retrouvé forcément. 3, 2, 1, smash! Hé Baz! Ah, je l'ai loupé! Ouais! Non! Elle est passée trop près, trop vite! Ouais, j'ai lancé trop fort! Ouais, je crois, ouais. Elle est pas passée ultra loin? Il y avait pas mal d'adrénaline parce qu'on part ensemble déjà, ensuite on essaye de regarder l'autre qui est censé partir en même temps si possible forcément, sinon ça marche pas. T'étais à ras le mur là! Dans les dalles! Oh l'enculé! Et bah ça c'est un son qui dure pas longtemps. Et je t'ai piqué dessus en chute. Ouais, quand ça s'est ouvert, je me suis dit c'est bon là, je vais prendre les élévateurs puis je vais être par terre quoi. J'ai trop senti quoi. Ah bah c'est clair, quand je t'ai vu passer, je me suis dit ouh. Je me suis dit même ça se trouve je vais pas prendre les commandes alors en fait si j'ai eu le temps. Bah, on a commencé à attaquer la dent de crawl en fait l'hiver et on s'est aperçu que ça passait assez bien vu que les skieurs de rando en fait les grenoblois dès qu'il y avait de la neige fraîche en fait partaient là-bas et donc on a pu bénéficier de leurs traces pour monter à la dent autour d'1h30 ça nous prenait et du coup bah, forcément c'était des journées magnifiques avec grand soleil, pas de vent et des paysages extraordinaires vu que tout était enneigé donc ça donne un charme certain de sauter l'hiver. 3, 2, 1, c'est parti! Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sport de sensation déjà à la base. Donc il faut arriver à ressentir en fait l'air et les écoulements d'air pendant la chute pour se permettre de gérer sa position pendant qu'on est soit dans une wingsuit, soit en dehors d'une wingsuit et permettre de réagir en fonction pour se déplacer le mieux possible dans l'air. Donc je dirais d'abord à réussir à ressentir les sensations, ensuite le gabarit il est peut-être pour quelque chose, c'est-à-dire plus on est grand et léger, plus c'est facile pour voler. Donc les grands mecs sont plus avantagés que les petits gros. Je saute aussi l'hiver parce que j'ai du mal à m'arrêter tout l'hiver quand il y a de la neige, donc forcément on saute moins l'hiver parce que les endroits sont plus difficiles d'accès. Par contre quand ça fait un petit moment qu'on saute pas, au bout d'un moment, même s'il y a beaucoup de neige, on pète les plombs et on y va.
souvent l'accès est plus compliqué. Donc voilà, au lieu de mettre 1 heure ou 1 heure et demie en marchant tranquille sur un chemin pour arriver, si tu mets 2 heures ou 2 heures et demie en pataugeant dans de la neige, bon, tu arrives déjà, tu es moins frais. Et puis quand tu as fait un saut, ça te suffit. Si je pouvais pas sauter en montagne, je sauterais sûrement pas, quoi. Je ferais sûrement pas du bad. Enfin, sauter en ville, ça a quand même peu d'intérêt. Enfin, pour moi, ça en a pas, malgré que bon, j'ai peut-être fait un saut ou deux. Mais... Donc ouais, la montagne, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce que toutes les falaises sont différentes, toutes les montagnes sont différentes. Il y en aura toujours à découvrir et on aura toujours envie d'aller découvrir de nouveaux endroits dans de nouvelles montagnes. On a parfois des lumières qui sont exceptionnelles sur des paysages qui sont aussi exceptionnels. Donc effectivement, parfois c'est plus difficile, mais on a aussi la récompense parfois quand on arrive avec les montagnes au loin, une mer de nuages dans la vallée. C'est quand même, voilà, c'est quand même des visions qui restent exceptionnelles. Et voilà. Et ça change du caillou. Hein. Ah ouais, c'est pas pareil, hein. Pas la même ambiance. C'est bon? Ok! Donc je suis parti avec Clacos faire des sauts d'avion pour découvrir un petit peu la wingsuit avec effectivement l'avantage des sauts d'avion, c'est qu'on a beaucoup de marge. Donc même si on n'a pas au début les bons réflexes, même si au début on n'est pas très performant, ça permet de découvrir sans prendre de risques. Hein. Puisqu'en avion, donc on est largué à 4000 mètres à peu près, et puis on ouvre le parachute grosso modo à 1000 mètres. Donc ouvrir à 1000 mètres, ça laisse quand même de la marge. Si des fois on avait, si on n'est pas à l'aise à l'ouverture, ça laisse le temps de découvrir le matériel tranquillement. Et voilà. Excellent! Et c'est comme ça. Je t'ai bien vu là! Ah ouais, bon bah. Là, attends, on a pu rester ensemble. Ouais, c'était chouette, toi! Non, c'était bien, hein. Ouais, super. Ok! Donc l'avantage de l'avion, déjà, c'est que, et d'une, on apprend à voler parce qu'on a du temps entre 4000 mètres et 1000 mètres, donc on a 3000 mètres de chute libre. Donc c'est plusieurs minutes pour apprendre à voler. Et ensuite, à l'ouverture, on a largement le temps d'ouvrir les fermetures, donc dézipper la wingsuit pour se libérer les bras, et ensuite attraper les commandes de la voile. Hein. Donc on a tout le temps pour faire ça, sans prendre de risques. En plus, autre avantage, c'est que si vraiment on avait un gros souci, on a une poignée de secours, enfin le parachute de secours qu'on n'a pas en base mais qu'on a d'avion, qui est devant. Donc si vraiment, au pire, si vraiment on avait un gros souci, que ça parte vraiment en n'importe quoi, on pourrait encore, sans ouvrir les fermetures, sans rien faire, on a accès à la poignée de secours en avion. Donc voilà, donc, toutes les sécurités sont là pour apprendre. Et voilà. En avant. C'est maintenant. Ah ouais. Fallait que ça arrive un jour. Voilà, ouais. Et ce jour, est arrivé. eh bien c'est celui-là. Et l'avion, c'est bien beau, ouais. L'avion c'est bien, mais point trop non faux. Oh. Ok. En avant. C'est par la sortie, ouais. Ça marche? Ça roule. Eh ben bon saut, hein. Ah bah toi aussi, hein. Puis un petit coup.
Yes! Et voilà, accroché dans l'arbre. 3, 2, 1, base. Donc moi je viens de me mettre à la wingsuit il n'y a pas longtemps. Forcément ça n'a rien à voir puisque quand on saute au début, quand on saute habillé normalement, donc on tombe, on chute quasiment verticalement. Attends, je me prépare là. Et quand on saute avec la wingsuit, donc la combinaison, on a une certaine finesse, donc on avance pendant la chute. Et en fait c'est complètement différent puisque à part les 2-3 premières secondes où effectivement on chute quand même verticalement le temps D'avoir l'appui sur l'air. Voilà, d'emmagasiner de l'énergie et d'avoir des appuis. Et après par contre C'est du vol. c'est du vol. Donc après c'est plus de la chute effectivement, c'est du vol. Donc après c'est toutes les composantes du vol sont à explorer. Donc en fait au début c'est difficile, forcément. Ça vole pas tout de suite correctement. Donc voilà, il y a toute la phase d'apprentissage à faire, à comprendre, à ressentir, jusqu'à ce qu'on obtienne une finesse maximale. Enfin, c'est la meilleure qu'on puisse avoir, quoi. Allez, base. J'avais bien sauté avant. Avant de sauter en wingsuit, j'avais bricolé un petit peu, j'avais fabriqué moi-même des habits qui me permettaient déjà d'avancer, enfin de dériver, d'avoir une certaine finesse, qui n'était pas bonne, mais bon, j'avais déjà un peu les notions Et les sensations de wingsuit. de wingsuit. Et puis la wingsuit, c'est voilà, quoi, c'est plus de surface, plus de finesse, donc aussi des réactions plus vives, plus difficiles à maîtriser. Donc c'est un petit peu plus difficile forcément à faire voler, mais par contre le résultat est... La wingsuit c'est beaucoup mieux, forcément, parce que la finesse est meilleure, donc on a plus de vitesse sur trajectoire et on rentre vraiment dans ce qu'on appelle le vol. C'est à toi de trouver le bon angle, la bonne incidence, de trouver la bonne position, ressentir l'écoulement de l'air, ta trajectoire par rapport au relief, quoi. Voilà, c'est du vol, c'est plus de la chute, quoi. Donc après tu avances, tu peux tourner si tu veux, rejoindre un endroit qui est plus à droite, tu peux tourner, aller plus à droite, revenir, voilà, tu voles. Donc le départ est différent parce que quand on saute en lice, on a totale liberté de mouvement au niveau des bras et des jambes, ce qui permet si l'impulsion n'est pas toujours parfaitement bonne, on arrive en faisant un geste ou à corriger, tandis que là, dans la wingsuit, les bras et les jambes sont à l'intérieur, donc on a une très petite marge pour bouger les bras et les jambes. Donc en fait, l'impulsion est super importante, il faut tout de suite partir dans la bonne position avec le bon angle. On a tout de suite l'impression de vitesse, la falaise disparaît très rapidement et ensuite on vole, on avance, on voit les repères au sol qui défilent, la forêt, les routes, ce qui est en dessous de nous, donc on a tout de suite la sensation d'avancer, tout de suite la sensation de vitesse, on peut faire un petit virage, pendant la chute on parcourt plusieurs kilomètres parfois. Donc en fait c'est du vol tout simplement. On est installé dans la wingsuit et la wingsuit est tunnel en fait, avec un bord d'attaque, un bord de fuite. Et c'est à celui qui est installé dedans eh bien, de fabriquer le bon profil
de wingsuit qui va faire qu'on aura de la portance et une bonne finesse. Disons qu'en wingsuit, il y a plusieurs écoles. Ce qui est intéressant, c'est de donner un mouvement de dynamisme vers l'avant. À la fin, de ne pas subir complètement le départ parce qu'on n'a pas de vitesse, c'est un départ à vitesse 0. Donc si on se laisse juste tomber, on va peut-être subir le vêtement qui va pouvoir nous emmener dans une position piqueur. Donc ce qu'il faut, c'est donner un dynamisme vers l'avant avec une ascendance plutôt piqueuse pour pouvoir attaquer dans le début de vol en fait. D'accord, et donc prendre de la vitesse. Exactement, ouais. Une fois que la mise en vol s'est faite, que tout le vol s'établit, qu'on a une bonne vitesse, voilà, qu'on est suffisamment haut, généralement, voilà, en parlant de référentiel, Clacos qui est souvent assez rapide, quand je suis au-dessus de lui et que je sais que j'ai la même vitesse que lui, je sais que je suis en pleine puissance et donc je suis en sécurité. Et à ce moment-là, je vais pouvoir jouer avec la marche que j'ai, justement en me rapprochant des reliefs ou des arbres. Et donc à ce moment donné-là, on peut dire qu'on peut se rapprocher à 5 mètres sans prendre tant de risques que ça, puisqu'on a toujours un dégagement en fait, sur les côtés ou devant quand on arrive sur une cassure. Il n'y a pas que le saut. Il y a tout ce qu'il y a avant, il y a tout ce qu'il y a pendant, mais il y a aussi tout ce qu'il y a après. Avant, par exemple, moi j'adore ouvrir des spots, faire des premières, trouver des nouvelles parois, trouver des nouveaux endroits improbables où on n'aurait pas imaginé pouvoir sauter, où finalement maintenant on saute. Donc il y a déjà, pendant l'hiver, le soir, je rentre du travail, après une journée de travail, c'est ouvrir des livres, c'est regarder des photos, c'est examiner des topos, c'est regarder tout ça. Il y a toute une préparation, il y a tout un plaisir immense qui peut durer des mois avant la réalisation vraiment de l'ouverture du saut. Et puis après, il y a aller voir, il y a repérer la falaise, il y a repérer la montagne, il y a trouver les accès. Parce que des fois, on voit des endroits, on se dit, tiens, là, ça pourrait sauter, mais comment je peux arriver à aller là-haut? Donc là, on replonge dans les techniques de l'alpinisme. Donc là, c'est très pratique pour moi, parce que je les connais très très bien. Donc on va partir avec un baudrier, des cordes, des mousquetons, des pitons, etc. On va escalader une paroi, on va trouver l'accès. Et puis on va aller en haut et on va chercher ce qu'on appelle l'exit, c'est-à-dire le point de sortie. Bon, c'est pas toujours facile, après quand c'est connu on sait où c'est, mais au début il faut chercher ces points de sortie. Et ça c'est un grand plaisir, jusqu'au moment où on trouve. On jette la pierre, on voit que la pierre elle fait tant de secondes de chute, on sait qu'on va pouvoir passer, on sait ce qu'on va pouvoir faire. Et puis après évidemment il y a le moment du saut et avec tout ce qu'on peut imaginer comme sensation forte. C'est pas que le saut. Alors le saut c'est vrai que c'est l'apothéose, voilà, mais bon si ça se fait pas, c'est tant pis, on n'est pas là pour risquer notre vie à sauter absolument. Alors effectivement, il y a des fois où on va sur des sites où on n'a pas beaucoup de marche pour s'entraîner, pour faire des sauts d'entraînement. Donc là, on va faire plusieurs sauts dans la journée. Mais au fur et à mesure des années, on mise plus sur la qualité que sur la quantité. Et donc la qualité passe par justement des longues marches d'approche, des beaux sommets à faire. Donc ça, c'est très important. La barre de fer. T'as beau être champion du monde, c'est vrai, sur plusieurs. Bon, par contre, si tu lui mets un coup de barre de fer et qu'il se relève, tu la jettes et tu cours. Le paralpinisme, en fait, c'est un sport de montagne, on va dire, qui est reconnu par le club alpin français, donc comme un sport de montagne, comme l'escalade ou la randonnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens regardent les vidéos, que ce soit à la télé, et la plupart du temps des incidents graves ou accidentogènes. Il faut savoir que nous, la plupart du temps, on est sur les sentiers de randonnée, à monter dans la montagne avec nos sacs à dos, avec nos parachutes à l'intérieur. Donc voilà, on est avant tout un sport de montagne. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive en haut, on a une méthode assez rapide, on va dire, pour descendre, vu que les plus gros sauts, on arrivera à redescendre, on va dire, en 1 minute 30 et être posé au bout de 2 minutes, alors que les piétons mettent plus de 2 heures pour redescendre à la voiture. Et on s'éloigne du base jump qui était à la base de sauter d'objets fixes, donc ça pouvait être des buildings, des antennes, des ponts ou de la falaise. On va dire que le paralpinisme s'est cantonné à la falaise, ce qui paraît logique pour un sport de montagne. Voilà, d'être cantonné à un environnement naturel plutôt que des édifices. Et alors le mot paralpinisme, c'est un néologisme, ça existe,
vous qui l'avez inventé Non, je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, je ne crois pas. Il a été utilisé par aussi des parapentistes qui faisaient des décollages en montagne, en très haute montagne, dans des zones difficiles. Alors eux aussi ont parlé de paralpinisme. Pour moi, je pense que c'est un mot qui définit parfaitement notre activité. Notre activité, c'est vraiment l'union de deux sports. Le parachutisme, bien sûr, mais aussi l'alpinisme, donc ce terme de paralpinisme. Alors le paralpinisme d'abord n'est absolument pas interdit en France. Nous avons même une association qui est l'association de paralpinisme qui regroupe les pratiquants français. Cette association fait partie de la FFCAM, c'est-à-dire la Fédération française des clubs alpins et de montagne. C'est le club alpin français. Donc nous sommes des gens qui sommes des ardents défenseurs de la montagne. Moi je suis savoyard, ces montagnes, depuis que je suis tout gosse, j'ai toujours été en montagne et on est vraiment des amoureux et des grands défenseurs de tous ces espaces. Nous avons un sport qui est un sport parfaitement respectueux de l'environnement. On n'est pas un sport motorisé, on ne fait pas de bruit, on ne laisse rien derrière nous. Tout ce qu'on peut nous reprocher, c'est de déplacer un petit peu d'air par moment, mais c'est très, très furtif, je dirais. Donc ça se passe partout très bien, sauf à un endroit, pas très loin d'ici d'ailleurs malheureusement, là où est né le paralpinisme en France, dans la chaîne des Fises et le cirque du fer à cheval, où nous avons quelques problèmes avec ce que j'appellerais des ayatollahs de l'écologie, avec qui malheureusement nous n'avons pas réussi à discuter et qui veulent nous exclure de ces espaces. C'est dommage. Quand tu veux. 3, 2, 1, bam. Comment on débute le base jump? Justement, on trouve quelqu'un qui nous parraine. Alors, pour trouver quelqu'un qui nous parraine, il faut que cette personne ait confiance en nous, sur notre technique de saut, sur notre technique de pliage, sur notre motivation aussi, et sur un petit peu l'éthique du paralpinisme. C'est-à-dire être en phase avec la nature, pas polluer la nature, pas dégrader la nature. Et donc la personne s'assure qu'on est vraiment motivé par l'essence même de l'activité. Donc on va dire une motivation intrinsèque et pas une motivation extrinsèque qui serait juste pour frimer devant les copains ou passer devant une caméra. Donc le parrain s'assure généralement de ça. Et ensuite donc il trouve une falaise adaptée pour le premier saut. Voilà. Donc ça c'est aussi c'est une formidable amitié que quelqu'un vous donne. Quand il vous dit ok, eh ben, je t'emmène avec moi en falaise et je vais te faire faire ton premier saut. Et le premier saut, c'est comme toutes les premières. Il faut que ça se passe nickel parce que ça va conditionner tout le reste. Voilà. Donc l'odeur du premier saut, le visuel du premier saut, l'ambiance du premier saut, on ne l'oublie jamais. Super. Putain, je te cherchais, je t'ai pas vu, t'étais juste... Et il m'a fait confiance, il était juste là un petit peu pour vérifier. Mais comment dirais-je, il n'a pas fait le saut à ma place. C'est moi qui ai sauté, c'est moi qui ai développé toute la technique que j'avais acquise à ce moment-là. Et tout s'est bien déroulé, parce que j'étais prêt justement. C'est qui décompte? C'est toi. Ok, t'es bon? C'est bon. 3, 2, 1, base. Et c'est la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui ont envie de faire du base jump sans forcément passer par le parachutisme, alors que c'est nécessaire, c'est même impératif. Et très vite, ces gens ont envie de passer à la wingsuit, parce qu'ils nous voient, nous, faire de la wingsuit. Mais si aujourd'hui, nous, on fait la wingsuit, c'est parce qu'on a déjà des centaines, voire des milliers de sauts pour certains en base jump. Donc je pense que c'est chaque chose en son temps, et plus les choses se font de manière étalée dans le temps, eh bien, plus elles se font de manière saine. Et plus j'ai envie de dire la longévité du base jumper est assurée. On est prêts tous? Ouais. Ok, Olivier Cyril Olivier 10 secondes. Allez, radis, salade, wow.
Le but il est différent pour tout le monde, je pense. Avant tout, c'est de se faire plaisir et de partager ça avec des amis. Après, il n'y a pas de Jeux Olympiques ou de compétition d'athlétisme en base jump. Après, il y en a qui peuvent être... Voilà, c'est faire le kilomètre le plus rapidement possible, avoir une finesse de 3, faire des tonneaux et des sauts pairs avant pendant son vol. Donc après, chacun prend son plaisir là où il l'entend. Et bon, il n'y a pas vraiment de compétition. Après, c'est vrai que plus on a de la finesse, plus on aura de la marge de sécurité, plus on pourra venir jouer soit avec le relief, soit avec ses amis en formation. Et à ce moment donné là, c'est là où ça sera le plus plaisant. Ça minimisera le risque, entre guillemets. Plus on aura de performance avec nos combinaisons, plus on aura d'amplitude de jeu et de sécurité. Ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans de plaisir, 20 ans de bonheur, oui, parce que ça a été vraiment une grande chose. Déjà toutes les premières années, comme il y avait tout à inventer, on a vécu ce que je pense personne en Lyon, parce que j'étais pas tout seul, au début j'étais tout seul, mais très rapidement il y a quelques personnes, on était une poignée à sauter. Et on a vécu une période extraordinaire parce que tout était à faire. Donc il a fallu trouver les spots, il a fallu trouver le matériel, il a fallu faire évoluer les équipements, il a fallu faire évoluer les mentalités. Et si après mon premier saut, on m'avait dit ce qu'on fait, on m'avait expliqué ce qu'on fait aujourd'hui en saut de falaise, je ne l'aurais jamais cru. C'était impensable, totalement impensable. On a passé régulièrement au fil des années des barrières psychologiques à faire des sauts de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes, avec des équipements nouveaux, avec des tas de choses. Et ça continue encore aujourd'hui. L'histoire, elle est à peine ébauchée.